je sais, ce n'est plus une retraite, c'est une débâcle. Mais moi, j'ai 3 bonnes nouvelles. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle, doublement exceptionnelle, vous allez voir. Exceptionnelle, bien sûr, parce qu'on va faire le point sur une semaine riche en événements, sur l'économie, la finance, les marchés et évidemment votre argent ou ce qui va en rester une fois qu'on l'aura taxé. Au sommaire, aujourd'hui, le mot de la semaine, ça va être retraite. Retraite, vous savez que les synonymes de retraite, c'est déroute, débâcle, recul, retrait, reculade, c'est tout ça à la fois. La question macro, quand même, cette zone euro, c'est lourd, hein. On a du mal à sortir de la crise. L'Allemagne, on voit rien dans les chiffres, alors qu'on nous a annoncé le rebond, la relance. Est-ce que ça va venir? Le chiffre de la semaine, $2000. Je fais vite parce qu'Emmanuel Le Chypre dit que mes intros sont trop longues. C'est ce que veut distribuer Trump aux Américains des droits de douane perçus. En deuxième partie de l'émission, il y a eu un petit rebond sur la bourse et puis ça a rechuté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Je vais demander au gérant quand même. La question d'argent, c'est quoi le placement de la semaine dans ce contexte? Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre. Mais pour une émission exceptionnelle, vous allez voir qu'il faut des invités très exceptionnels. J'ai le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. C'est un monument, une légende vivante. C'est notre prix Nobel d'économie à nous. C'est Jean-Marc Daniel. Bonjour, cher maître. Maître. Oui, c'est le minimum. C'est le minimum. Alors j'ai il s'appelle Jean-Marc. Des nuages de cloud au soleil de Sunny AM, il n'y a qu'un galop de cheval qui maîtrise parfaitement. C'est Louis de Montalembert, gérant et régent chez Sunny AM. Bonjour Louis. Bonjour Marc, je suis très flatté d'être spectateur de cette... Ah oui, non mais là, il y a du lourd là. Alors ne vous fiez surtout pas à son apparente bienveillance, elle peut être redoutable dès qu'on touche à la bourse et au placement. Marisol Michel, vous êtes directrice de la gestion sous mandat chez Swiss Life Banque Privée. Bonjour à tous. Et voilà pourquoi c'est exceptionnel aussi, parce que j'ai réussi à réunir les deux géants de BFM Business ici sur le même plateau. Depuis de nombreuses années, je me posais la même question, mais comment fait-il pour être aussi compétent, sympathique, tout en affichant en permanence une mauvaise foi qui est devenue légendaire? L'incontournable Emmanuel Le Chypre. Vous avoir les deux sur le plateau. Alors, désolé pour les autres, hein, vous êtes habitués du plateau. On est là pour apprendre. Mais là, j'ai quand même j'ai les deux vieux du Muppet Show, quoi. C'est quand même un truc énorme. Il faut peut-être préciser aux auditeurs que c'est que le Muppet Show. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est pas grave, nos auditeurs, ils ont notre âge. Jean-Marc, ils ont notre âge, avoué à moi. Donc, il faut quand même pas exagérer, parce que là, en face, Jean-Marc est un vrai boomer. Ouais, un vrai. Un vrai, un pur, lui, un dur, un vrai un boomer. tatoué. Et moi, non. Génération je suis quoi? Post-boomer. Remarquez, il a une version très extensive du boomer, parce que dans une émission récente, il nous a annoncé que Balladur était l'archétype du boomer. Non, c'était pas ça. Déjà, il a dit. C'est lui. Il a dit ça. Oui, il a dit que Balladur était et il dit que c'est pas vrai parce qu'il est de mauvaise foi. Donc il est de mauvaise foi, oui, vous avez raison. Paradoxalement, ceux qui avaient réussi des grandes réformes des retraites, c'était les boomers. Je pensais à François Hollande, je pensais à François Fillon. Et j'ai eu le malheur, dans mon élan, de rajouter Édouard Balladur. Et Jean-Marc, paf, n'a pas manqué de me tacler pour dire que c'est les plus jeunes qui, paradoxalement, ne réussissaient aucune réforme des retraites. Allez, justement, on va parler retraite avec la chanson de Vanessa Paradis, bouquet final. Et malheureusement, ce n'est pas le bouquet final du budget 2026. La suspension de la réforme des retraites, ça a été une étape importante et dramatique. Alors, je vous ai donné les synonymes de retraite: déroute, débâcle, reculade, fuite. C'était tout ça en même temps. Alors, moi, ce que je vous propose, chers invités, c'est de ne pas répéter que c'est n'importe quoi, qu'on fait zéro sur le plan des réductions des dépenses et on fait que des augmentations d'impôts. C'est plutôt de se projeter. C'est-à-dire que moi, la question que je me pose quand j'entends tous ces délires à l'Assemblée, toutes ces mesures qui sont votées, c'est de me dire et après. C'est-à-dire où est-ce qu'on va, Jean-Marc, à la fois sur la retraite, c'est-à-dire on va vers le mur, mais le mur, on ne le voit pas. C'est-à-dire que vous allez nous dire, mais si le mur, j'imagine, c'est le déclassement de la France, mais il n'y a pas d'heure de vérité pour l'instant. Non, il n'y a pas d'heure de vérité, à mon avis, pour 3 raisons. Vous savez, il y a toujours 3 raisons. 3 raisons, ouais. La première raison, c'est que je pense... Vous oubliez généralement la troisième en cours. Oui, en général. Et alors, je me souviens plus, donc je me rattrape plus ou moins habilement aux branches pour essayer d'inventer une 3e raison. Mais la première raison, c'est que je pense qu'effectivement, notre classe politique est sur le théorème de Chirac, vous savez, à propos de Bruxelles, de l'Europe, de tous les gens qui paient pour nous, parce que fondamentalement... Oui, on est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, le théorème de Chirac, c'est ils vont pas nous envoyer des chars,
à Bruxelles, ils n'en ont pas. Et donc il y a cette espèce de sentiment d'impunité de notre classe politique que de toute façon l'Europe, et singulièrement l'Allemagne, finiront toujours par être... L'Allemagne paiera. L'Allemagne paiera. L'Allemagne paiera. Et donc... Oui, mais l'heure de vérité. Alors, le deuxième élément, l'heure de vérité, si vous voulez, c'est que là, tout le monde raisonne à très court terme. C'est-à-dire que l'enjeu, c'est tenir 3 mois. C'est-à-dire, on sacrifie quelques centaines de millions pour tenir 3 mois. L'heure de vérité, ce sera quand il y aura véritablement un gouvernement. Donc, le véritable enjeu, c'est comment est-ce qu'on gère jusqu'en 2027 ? Est-ce qu'on continue comme ça, à aller de 3 mois en 3 mois ? Ou est-ce qu'à un moment donné, ce qu'on pouvait espérer, il allait y avoir pendant un an et demi, un gouvernement technique permettant à celui qui arrive ça, il n'y a aucune chance. Alors, si jamais le gouvernement actuel tombe dans 3 mois, il n'est pas. Il y aura des élections. Il y aura soit des élections législatives, soit effectivement un accord de la classe politique pour passer les municipales et ensuite attendre avec un gouvernement technique. Et la troisième considération, c'est que le troisième élément, si vous voulez, c'est sur l'Allemagne paiera. Mon grand truc en ce moment, c'est de dire, en fait, il y a 2 10 mai qui ont été tragiques pour la France, le 10 mai 1871 et le 10 mai 1981. En 1871, c'est la défaite face à la Prusse. On paie 5 milliards de francs, plus des frais d'entretien sur les troupes d'occupation, plus etc. Et 10 ans après, on avait soldé le truc. Le 10 mai 1981, on n'a toujours pas soldé les conséquences du 10 mai 1981, notamment sur la retraite à 60 ans. Et donc, je pense qu'un des vrais problèmes de ce pays, c'est pas Macron, c'est pas les décisions, c'est des décisions qui ont été prises en 81, qui ont été prises en 95, qui ont été prises surtout en 97, 98. C'est ce discours sur le travail, cette incapacité à remettre le pays au travail. Le vrai problème, le vrai enjeu, c'est pas la retraite en tant que telle. C'est le travail. C'est le travail, c'est la quantité de travail, c'est le fait que la retraite, c'était un moyen d'augmenter la quantité de travail, mais il y a d'autres moyens, c'est-à-dire solder les masters qui servent à rien, solder les 35 heures, solder le nombre de jours de congé qu'avait essayé de faire Bayrou. Donc je crois on n'y est pas du tout. On n'est même pas dans la direction. C'est ça le problème. Mais on ne pose pas le vrai problème. Ouais. Derrière la retraite, indépendamment des enjeux de court terme, il y a le fait que le pays ne travaille pas assez. Emmanuel, je sais que vous pensez qu'il n'y a pas cette heure de vérité. Moi, je crois qu'il y a forcément un moment, malheureusement, ça n'arrive pas, où le marché va nous forcer à faire des mesures. Si ce n'est pas le marché, je vais dans votre sens, qu'est-ce qui peut nous amener à prendre les décisions ? C'est un sujet sur lequel on n'est pas d'accord depuis longtemps, sur cette espèce de force de rappel et d'épée dans le dos qu'imposeraient les marchés aux pays mal gérés. Non, en fait, les marchés, ils sanctionnent une fois que la crise a éclaté. Rappelez-vous quand même, vous citez souvent la Grèce, mais enfin rappelez-vous que peu de temps avant la crise, Dieu sait si on s'inquiétait pour la Grèce empruntait au même niveau que l'Allemagne ou que la France. Donc voilà, et rappelez-vous ce qu'on disait au moment de la monnaie unique. On disait ça va être formidable, on ne pourra plus dévaluer, la seule force de rappel, ce sera les marchés, on sera contraint à la discipline budgétaire. On n'a jamais été encouragé à faire autant d'indiscipline budgétaire. Donc moi, la force de rappel des marchés, je n'y crois pas. Alors qu'est-ce qu'il va faire ? C'est quoi le mur ? Parce qu'on dit on va dans le mur. On dit tous on va dans le mur. Non, moi je ne crois pas qu'on va dans le mur. Je crois qu'il y aura pas de mur. Je crois qu'il y aura un lent déclin et une espèce de corde qui va se serrer progressivement autour de notre cou et qu'on va subir le déclin qu'on subit. Oui, mais d'accord, mais à un moment, il va falloir payer ce déclin. Mais attendez, moi, alors là où je suis d'accord avec Jean-Marc, c'est que je pense qu'on vit un moment, et pas uniquement à cause des retraites. C'est-à-dire que quand vous regardez le budget globalement et le budget social qui sont aujourd'hui sur la table, on est dans les pires moments de contretemps historiques pour la France depuis 40 ans. C'est-à-dire que 81, contretemps historique, politique de gauche au moment où le monde devient libéral. 95, 97, alors le pire tandem qu'on ait eu à la tête du pays, cette folle alliance entre Chirac et Jospin, si vous mettez bout à bout toutes leurs erreurs de politique économique, c'est effrayant. Et qu'est-ce qui s'est passé après 81 et qu'est-ce qui s'est passé après 2000 ? Ça a été des vagues de désindustrialisation sans précédent. Voilà. Et donc moi je crains que ce qui nous guette aujourd'hui, c'est une nouvelle vague de désindustrialisation et une nouvelle vague de départ, encore une fois, d'élite vers les pays étrangers, comme ça s'est produit en 80, comme ça s'est produit au début des années 2000 et en 2013-2014. Mais ça, Louis de Montalembert, ça c'est quelque chose, j'ai l'impression, ok, j'entends ce que vous dites, mais ça veut dire c'est un délitement, c'est-à-dire qu'on ne sera jamais face à nos responsabilités. Je pense que ça peut... Il y a
plusieurs scénarios où ça peut ne pas tenir, comme vous dites. Ça peut ne pas être un long délitement. Et il faut quand même se souvenir de ce qui s'est passé avec Liz Truss. Oui. Alors, on va dire le Royaume-Uni. Elle n'était pas dans la zone euro. Hein. Voilà, avec sa propre C'est une grosse devise. différence. Mais non, parce qu'il il peut y avoir un événement politique en France, une décision qui est prise à un moment ou l'autre, qui met en doute la capacité de la France à rembourser. Mais c'est le cas déjà. Et non, aujourd'hui, les investisseurs ne doutent pas sur la capacité de la France de rembourser sa dette et de sa capacité à lever de l'impôt. Ils se disent que l'Allemagne paiera. Louis, qu'est-ce qui sera différent dans 2 ans? On est encore à l'intérieur des marges de manœuvre. Tout ce qu'on dit toujours, le patrimoine, l'épargne des ménages. Non, tout ce qu'a fait Liz Truss, c'est quelque chose qui sort vraiment des bornes attendues des investisseurs. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est que la France est quand même un des pivots essentiels de l'Union européenne. Autrement dit, la France qui se délite, ça entraîne la montée de l'AfD en Allemagne. C'est-à-dire, c'est un facteur d'explosion de l'Union européenne. Autrement dit, on peut arriver à un moment où l'attelage ne tient pas, sauf s'il y a des mesures drastiques qui sont prises. Ouais, mais j'entends bien, mais ça on le répète, Emmanuel a raison, mais même moi je l'ai dit, même à l'époque de François Hollande, je disais il va y avoir une attaque contre la France, il ne s'est rien passé. Non, rien. Mais c'est pas parce que c'est pas passé que ça va pas se passer. D'accord, mais enfin, ça fait un moment qu'on appelle, qu'on crie au loup, il se passe rien. Marisol, quand vous voyez tous ces débats, vous qui êtes responsable, puisque vous gérez de l'argent pour des gens dans des entreprises qui elles-mêmes gèrent des salariés et du capital, qu'est-ce que vous vous dites ? Nous, depuis plusieurs années, on a réduit la part de la France dans nos allocations, à contre-cœur, hein, mais comme le disait Emmanuel tout à l'heure, on serre le cou, j'aimais bien l'expression, on serre le cou des opérateurs économiques, à la fois les particuliers avec beaucoup plus d'impôts, les entreprises avec beaucoup plus d'impôts. Donc les entreprises françaises sont pénalisées. Alors souvent on entend oui, mais elles font très peu pour les très grosses. Elles font très peu de chiffre d'affaires en France, peut-être, mais elles payent leurs impôts en France souvent, et donc elles sont pénalisées. D'une manière ou d'une autre. Donc nous, on réduit la part de la France. D'accord. Et c'est bien triste. Et finalement, ça n'a eu aucun... Vous réduisez, et le cas qui est au plus haut. Donc ça veut dire que tout le monde s'en fout, en fait. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Non, mais attendez, le cas... Non, mais c'est encore un truc, il est au plus haut, mais il est en retard. Mais voilà. Comme ça fait partie des flops, on développera peut-être après. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut... Le délitement, malheureusement, c'est pas récent. Hein. Le délitement, il est constant depuis des années. On a encore une croissance là, qui va se traîner à 0,6% cette année. Avec un déficit, ce que je me tue à répéter parce que c'est super important, c'est-à-dire peu de croissance avec un déficit très élevé. Oui. C'est-à-dire que le ratio croissance-déficit, il est dingue, quoi. Il est délirant, quoi. Mais il y a un manque de réalisme, je trouve. Est-ce que c'est un bon indicateur ou est-ce que je me trompe Non, c'est un indicateur du fait que, effectivement, toutes les théories économiques qui avaient été à l'origine des politiques qui ont été menées depuis 1945, c'est-à-dire cette histoire de multiplicateur de la dépense publique, ça de la demande, tout ça ne marche pas. Ça ne marche pas pour une raison simple, c'est que, effectivement, l'essentiel de la demande qui est entretenue par le déficit budgétaire se transforme en importation. Et donc, on a un mécanisme de... D'ailleurs, on gagne pour expliquer aux gens qui ne comprennent pas, on gagne en consommation, mais comme on consomme des produits étrangers, on le perd en déficit, c'est ça ? Voilà, vous avez du déficit, et puis ce déficit nourrit du pouvoir d'achat, et comme vous n'avez pas en regard assez de travail, eh bien ça devient des importations. C'est exactement ce qui s'était passé en 1980. C'est ce qui s'est passé en 1980, mais en 1980 c'était conjoncturel, là c'est devenu structurel. Vous avez le même problème aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez un déficit abyssal de la balance des paiements. Par rapport à une croissance qui est certes pas mal, on dit tous, elle est résiliente, mais par rapport à son coût. Par rapport à son coût et à un déficit budgétaire alors, il a été un peu réduit, mais on est quand même à 1800 milliards de dollars de déficit budgétaire aux États-Unis. C'est aussi le cas du Royaume-Uni. La différence qu'il y a par rapport à entre ces trois pays, aux États-Unis, il y a encore le dollar et l'attractivité du dollar. En France, il y a l'Allemagne, et l'Allemagne n'a pas réussi à se débarrasser de la Grèce. Donc, ils ne sont pas prêts de se débarrasser de nous, parce qu'on a un poids autre que la Grèce sur le plan politique et sur le plan historique. Et donc, ceux qui ont payé, effectivement, c'est Liz Truss, c'est les Anglais. Les Anglais, ils n'avaient aucune capacité à... Eux, ils n'ont pas de protection. Ils n'ont plus de filet. Ils ont plus de filet. Mais, alors après, quand on regarde les chiffres, il y a quand même deux choses que je voudrais mettre en avant. C'est que la charge d'intérêt, sur la dette publique est à 2% du PIB. C'est ça. 2% du PIB. Je rappelle que c'était le même niveau qu'en 1976. Lorsqu'on est en 1975, on fait une relance et donc on dit on atteint 2% du PIB. C'est-à-dire avec une dette publique qui était à 15% du PIB, on avait une charge d'intérêt. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt étaient considérables. Mais la croissance nominale était beaucoup plus forte. Aussi. Exactement. Là, on a un problème. Il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas de croissance et on a encore des taux d'intérêt qui sont faibles. Mais le véritable enjeu, c'est est-ce qu'on
va pas vers une hausse des taux d'intérêt. Et la deuxième remarque que je ferai, c'est que effectivement notre capacité à générer de la croissance, il ne faut pas se faire d'illusions. Hein. On est dans la situation du Japon. On n'aura plus de croissance. Ils en retrouvent. Ils en retrouvent un peu, mais ils en retrouvent avec la hausse des salaires. Oui, mais vous regardez la situation, la hausse des salaires se traduit par un déficit commercial colossal, c'est-à-dire le Japon n'a jamais eu autant de déficit commercial, sauf qu'il le compense par le revenu des placements qu'il a effectué. Et c'est-à-dire que quand vous regardez le discours des gens qui analysent le Japon, ils disent la force du Japon, c'est l'Indonésie. La croissance. Mais ça, Jean-Marc, c'est le deuxième pays en croissance, c'est l'Indonésie, et c'est la force du Japon. Ça, c'est sa théorie qui dit en gros ce qui compte, c'est que finalement, même si les autres travaillent pour nous. Si la France devient un EHPAD géant, si notre épargne nous rapporte et fait bosser les salariés à Mumbai, puisque c'est sa destination. Non, Kinshasa. Et Kinshasa. Et maintenant, Dar es Ce que Salaam. je voudrais souligner, c'est quand même ce qui est bien plus grave qu'en 1981 ou même en 95, 97, c'est que, à chacune de ces périodes, vous aviez toujours un effet de miroir entre la France et l'Allemagne. Quand il y en a un qui allait bien, l'autre allait mal. Aujourd'hui, les deux vont mal. Oui. Et ça, c'est majeur. On va en parler. Parlons-en tout de suite. Parce que aussi le modèle économique européen est complètement bousculé. Il est bousculé d'abord par le fait que pendant 50 ans, l'Europe a prospéré sans faire beaucoup de dépenses de défense à l'abri du parapluie américain et grâce à l'énergie bon marché vendue par les Russes. Tout ça a complètement volé en éclats. Et regardez le rapport qu'a publié le FMI hier sur l'Europe et les recommandations qui sont faites à l'Europe. C'est encore une fois, on retrouve tout ce qu'il y a dans les rapports l'État, Draghi, etc. et qu'on est en plus incapable de faire. Donc cette Europe-là, elle est incapable de se projeter et quand elle se projette, c'est dans la mauvaise direction avec cette espèce d'acharnement écologiste qui va ruiner nos industries. En une seconde, parce qu'on a débordé évidemment largement, l'Allemagne, on nous dit qu'il n'y a pas de signe dans les chiffres que la relance soit là. Elle est là ou elle n'est pas là? Elle est pas. Non, on peut pas encore parler. Non, on peut pas dire encore qu'elle est là. Ah bah non. Okay. Non, elle n'est pas là pour l'instant, la croissance en Allemagne, puisque l'Allemagne va faire une année de croissance plus faible que la France. Hein. D'accord, mais les perspectives sur les commandes, des choses comme ça, on a l'impression qu'il y a un peu d'effrémissement. Bien sûr que ça va venir, mais pour l'instant, ça tarde à se matérialiser dans les chiffres. On l'a bien vu dans les annonces aussi des sociétés, par exemple Rheinmetall, qui est le grand leader de la défense en Allemagne. Dont le cours a explosé à la hausse. Dont le cours a explosé à la hausse en début d'année, mais ça fait quand même un certain temps qu'elle ne fait plus rien. Elle a plutôt tendance à rebaisser un petit peu, parce que justement, ça ne se matérialise pas encore les commandes. Mais il faut voir que ce sont des plans qui s'étalent sur plus de 10 ans. Donc, il ne faut pas être trop pressé. Ça va finir par venir. Mais effectivement, il y a une déception à court terme. Quand je me promène dans la rue depuis que les députés ont voté le refus de l'abattement des 10%, de supprimer l'abattement des 10%, je me fais insulter par des jeunes qui nous disent « Les vieux, vous nous coûtez trop cher, votre retraite. » Et donc, Jean-Marc Daniel, vous et moi qui sommes boomers, est-ce qu'on est responsable de tout? Non, on est responsable de rien. Et écoutez, franchement, franchement les retraites, ça représente 14% du PIB. Et si vous regardez les projections du corps, ça va même plutôt tendance à avoir décliné parce que les gens qui sont nés en 1945-46 au début, ils vont bientôt mourir. Hein. Et donc, il va y avoir un effet qui est un effet, effectivement, où... c'est quand même le premier poste de dépenses sociales qui sont le premier poste de dépenses de l'État. Oui, absolument. Non, le seul véritable problème dans tout ça, je maintiens, c'est qu'on n'a pas eu une réponse stratégique par rapport à l'évolution de notre démographie. À la différence, on parle de l'Allemagne, il n'y aura plus de croissance en Allemagne. Il n'y a plus d'habitants en Allemagne. Donc, il n'y aura plus de croissance. Et donc, en revanche, vous regardez quel est le premier pays détenteur du reste du monde. Pendant très longtemps, ça a été le Japon. Et depuis cette année, c'est l'Allemagne. Donc, vous avez des pays qui ont effectivement... Mon obsession de Mumbai, c'est ça. Qui vont être des multifamily office. Mais aujourd'hui, un jeune qui vous arrête dans la rue, il y en a plein qui ont envie de vous insulter, qui vous disent « mais à cause de toi, je suis obligé de payer des charges sociales pour payer ta retraite ». Vous lui dites quoi? Je lui dis que ce que dit d'ailleurs Antoine Fouché, qui est un des personnages qui est le plus cité, en disant il n'y a pas de perspective et tout ça, il dit il n'y a jamais eu autant de pouvoir d'achat et on n'a jamais aussi bien gagné sa vie que les gens qui ont 30 ans aujourd'hui. Leur seul problème, c'est que on dit ils n'ont pas les perspectives qu'on avait en 1960. Je ne sais pas si les gens se souviennent de la vie quotidienne de 1960, des perspectives qu'on
qu'on avait. Et juste une remarque sur les perspectives qu'on avait. La période dite des 30 Glorieuses, qui est celle qui était une période de cocagne, est la période dans l'histoire du XXe siècle où il y a eu le plus de grèves. C'est-à-dire que ces gens, ces boomers qui avaient des perspectives, qui étaient enthousiastes et tout ça, n'arrêtaient pas de se plaindre. Oui, parce que quand on n'a pas peur, on a le droit, on peut se permettre d'être en colère. Oui. Voilà, non, il y a un autre très bon économiste spécialiste des retraites qui est notre ami Bruno Coquet, qui lui a cette question des boomers responsables. Il dit mais attendez, ce que peuvent répondre aussi les boomers, c'est que nous avec notre retraite, on va devoir payer vos 35 heures et votre oisiveté à vous les jeunes qui ne voulez plus travailler. Non, on paye plus puisqu'on est à la. Non mais il faut faire des sacrifices au nom de l'oisiveté des jeunes. Oui, mais pour l'instant il n'y a pas de sacrifice. Pour l'instant, ce que reprochent les jeunes, c'est de dire en fait on est dans une gérontocratie et comme les vieux votent comme nous. Et ben, du coup, on veut pas. C'est faux. Il y a un sacrifice. C'est Balladur qui n'était pas boomer qui a fait faire ce sacrifice à la population. Il a indexé les retraites sur l'inflation et non pas sur la croissance économique. C'est-à-dire que effectivement, les salariés bénéficient de la croissance économique, alors que les retraités sont, en termes de pouvoir d'achat, bloqués sur le pouvoir d'achat du moment où ils ont pris leur retraite. Et ça. Mais non, il y a l'inflation. Justement, c'est le problème. Mais oui, mais il y a l'inflation. Mais les salariés, eux, ils ont l'inflation plus la croissance. Parce qu'ils doivent en plus payer les boomers. Non. Mais non, ils ont un gain de pouvoir d'achat. Quand vous regardez dans la situation, vous avez un décalage qui se fait entre les gens quand ils prennent leur retraite et l'équivalent actif de ce moment-là et ce qui se passe après. L'indexation sur l'inflation est une façon effectivement d'abaisser. Donc vous ne sentez pas de sentiment de culpabilité, zéro? Ah mais au contraire. Au contraire. Vous nous en voulez, vous qui êtes très jeune? Moi qui suis pas un boomer. Bah oui, justement, vous nous en voulez ou pas? Oui, non, en fait, je pense. Vous avez l'impression de travailler pour nous? Moi, ce que je trouve presque atterrant, c'est de voir au contraire. Vous dites les jeunes insultent les vieux dans la rue, mais c'est le contraire. C'est-à-dire qu'on arrive à mobiliser aujourd'hui les jeunes sur une vision économique totalement fallacieuse que quelqu'un qui quitte son emploi pour partir à la retraite va libérer un emploi pour un jeune. Et donc, on a réussi à chaque fois qu'il y a eu des petite réforme des retraites qui visait à augmenter le temps de cotisation, augmenter l'âge de départ à la retraite, qui, soit dit en passant, tous les gouvernements de gauche des pays autour de la France ont mis l'âge de départ à la retraite à 67 ans. Mais en France, on appelle ça de la casse sociale et surtout, on appelle ça sacrifier la jeunesse puisqu'on ne leur permet pas d'accéder à l'emploi puisqu'on laisse l'emploi aux vieux. Ce qui est une ineptie. Ce qui est faux, puisque l'emploi des seniors est le plus bas de tous les pays développés. Marisol ? Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec le raisonnement de Jean-Marc Daniel. On ne peut pas, c'est interdit. Mais en fait, je trouve que la guerre en Ukraine et les années de très forte inflation qu'on a subies à plus de 10% pendant 2 ans ont justement défavorisé énormément les salariés par rapport aux retraités qui, eux, ont eu la répercussion de ces 10%. 2 années de suite, les salariés n'ont pas du tout eu ces 10%. Ils l'ont eu, vous regardez les... Pas du tout. Mais attends, regardez les gens au salaire minimum, ils l'ont pas du tout. Vous regardez les statistiques de l'INSEE, les salaires ont continué à avoir du pouvoir d'achat. Vous regardez le SMIC. Je prends le SMIC en 1993, quand Balladur bloque le pouvoir d'achat des retraités. Le SMIC de l'époque est en équivalent de pouvoir d'achat d'aujourd'hui à 8,30 €. Le SMIC d'aujourd'hui est à 11,88 €. Grosso modo, donc, les salariés ont bénéficié du passage de 8,30 à 11,88, alors que les retraités sont restés au niveau de pouvoir d'achat. Je suis d'accord pour le SMIC, bien sûr. Emmanuel Le Chypre. Là, il répercute. Emmanuel Le Chypre. Mais quand on voit les augmentations qu'on a accordées aux retraités en 2024 et 2025, par rapport à celle du privé, on les a gâtés. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. On les a gâtés. Attendez, chacun son tour. Et il n'y a que les gens au salaire minimum. Marisol Michel. Oui, il n'y a que les gens au salaire minimum, le salaire minimum répercutant toujours l'inflation, qui, eux, bien sûr, ont bénéficié des mêmes avantages que les retraités. Tous les autres n'ont jamais eu 10%, enfin, en moyenne. Je prends les statistiques de l'INSEE. Ils ont bénéficié pendant ces 2 années d'inflation, le revenu des salariés a augmenté en pouvoir d'achat de 2,8%. Il y a eu un décalage, mais l'année d'arrivée de l'inflation... Sur les retraites aussi, il y a eu un décalage. Et les retraités attendez, non, mais comment, 5 milliards de plus par an. Au-delà de ça, comment on va résoudre... Ok, laissons Jean-Marc avec... Il a raison, enfin moi je pense qu'il a raison en partie, évidemment, je suis vieux comme lui. Et Emmanuel, comment on va résoudre le problème du financement des retraites ? Il n'y a qu'une seule solution.
Il n'y a qu'une seule solution, et là, pour le coup, le problème est très clair. C'est-à-dire que il faut arrêter de se prendre la tête avec les problématiques de tuyauterie, répartition, capitalisation, un peu de l'un, un peu de l'autre. La réalité, c'est que si vous n'avez pas en face de la somme de plus en plus importante qu'il va falloir débloquer pour financer les retraites, une quantité de travail plus importante, de quelque façon que ce soit, est-ce que c'est en France, est-ce que c'est avec de l'intelligence artificielle, est-ce que c'est en profitant du travail des gens de Mumbai ou de Kinshasa, mais la réalité, c'est qu'à un moment, il faudra bien qu'il y ait plus de travail en face de ce financement des retraites. Et ça... Oui, d'accord, mais ça, c'est un vœu pieux. Comment vous allez faire plus de travail quand les gens défendent les 35 heures et que même le télétravail, c'est devenu un acquis social? Eh ben, vous allez le faire avec ce grand remplacement qui est en train de nous arriver sans faire venir personne dans nos frontières, comme le dit Éric Zemmour, mais par l'intelligence artificielle. Et ça va être... Faire travailler les machines à notre place. Non mais attendez, vous avez quand même On n'a plus le temps là. Je vous cite juste un chiffre. Il y a 46% déjà des entreprises qui ont diminué leurs effectifs à cause de l'intelligence artificielle. Allez, on se retrouve. Pour le moment, c'est à bas bruit, mais voilà. On se retrouve en deuxième partie d'émission pour parler des marchés, pour parler de la bourse, pour parler du placement de la semaine, le top 3 des gérants et les recommandations de nos gérants. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Je ne sais pas si vous êtes régalé, mais moi je me suis régalé en première partie avec Emmanuel Le Chip, Marisol Michel, avec Louis de Montalembert et Jean-Marc Daniel. Et après avoir parlé de retraite, alors on a fait sauter tous les thèmes, mais je savais que ça allait être le chaos cette émission en faisant venir Jean-Marc et Emmanuel en même temps. Allez, on va parler des marchés. Et ils pensent qu'ils vont rien avoir à dire pendant les marchés, mais ils vont devoir parler. Alors, c'était une semaine un peu bizarre. Je me tourne vers les gérants, mais on a eu ce rebond après la fin du shutdown. On s'est dit, ça y est, c'est fini. La semaine dernière, qui avait été une semaine dans le rouge, avec plus de baisse, de 4% de baisse sur le Nasdaq, on a eu un rebond et puis ça s'est un peu essoufflé. En jeudi, à partir de jeudi, sur toujours cette idée, Louis, ça vous concerne de près, puisque c'est un peu votre domaine de prédilection, cette bulle de l'IA. Donc j'ai une question très simple, est-ce qu'il y a une bulle de l'IA? S'il y a une bulle de l'IA, quand va-t-elle éclater? Je trouve ça formidable ce débat parce que en fait c'est devenu le débat universel et en fait chacun sait que quand une bulle éclate, personne s'y attend. Donc là, ça serait pour les gens qui pensent qu'il y a une bulle, mais ça peut arriver. Éclater, c'est pas parce que c'est pas arrivé que ça ne peut pas arriver. D'accord. Okay. Donc on est devenu omniscient. En fait, c'est pas ça qui se passe. Les gens parlent de bulles quand tout d'un coup il y a une réalité nouvelle qui s'impose à eux. Et effectivement, au début, on peut dire qu'il y a une bulle. Ok, on va dire qu'il y a une bulle. Mais moi, je m'en fiche de savoir s'il y a une bulle. La question, c'est est-ce qu'elle va éclater dans un futur qui est proche? Et si on se réfère à répétition comme on le fait, alors qu'il y a plein d'éléments pour ne pas le faire, à la crise de 2000... qui n'a aucun rapport. De 99-2000, qui n'a aucun rapport, parce qu'on est sur des entreprises profitables, parce que même s'il y a de la dette qui commence à rentrer dans le système, on est au début du cycle, on ne voit pas qui va retirer le tapis de sous les entreprises. Mais néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, au début, quand on ne comprend pas ce qui se passe, on dit il y a bulle. Parce que c'est des nouveaux paradigmes, des choses qui changent dans le système économique. Puis, les gens s'y habituent, le système s'y habitue, on n'en parle plus, et bam, c'est là que la bulle explose. Je veux dire, vous dites, il y a bulle, mais c'est pas maintenant. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que le parallèle que je trouve très intéressant, c'est le parallèle qu'on fait entre, non pas l'IA et la bulle Internet, mais la bulle des télécoms. Et ça, je trouve que c'est très intéressant parce que c'est effectivement un secteur dans lequel il n'y a pas de sujet. Je veux dire, le télécom, évidemment que ça s'est développé, mais il y a eu des dépenses d'infrastructures qui ont été monstrueuses, financées par de la dette, et tout ça a explosé. Oui, mais c'est la bulle des dot-com, c'est la même chose. C'est-à-dire pas que tout à fait. La bulle des télécoms, c'était pas les... Non, attendez, la réalité, c'est qu'il n'y a aucune crise qui a les mêmes causes que la précédente. Voilà. Marc, je me trompe ou pas? Oui. En général, c'est comme la guerre. On fait toujours la politique de la crise précédente. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Attendez, 2008, les subprimes, ça ressemble quand même étonnamment à la crise de 29, quand même. La spéculation. Non, la crise de 29, c'est une crise qui vient de la politique monétaire de la Fed, beaucoup trop restrictive. Non, mais il y a quand même une bulle spéculative, comme il y a eu une bulle spéculative sur ces crédits
qui était mal foutu. Donc non, et je puis suis pas vous avez une d'accord. composante cyclique dans ces crises qui fait que ce qui s'est véritablement reproduit, c'est la dynamique du cycle. Mais l'originalité de chaque crise est liée effectivement à des considérations que personne n'a anticipées. Donc vous dites, on est en décembre 96, quand Alan Greenspan dit il y a l'exubérance irrationnelle et la bulle éclate que 4 ans après. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments de risque dans le marché, qu'il ne peut pas y avoir demain une récession qui soit déclencheuse d'un crash de marché, ça je ne dis pas. Mais en tout cas, dans le discours autour de la bulle, il y a trop de discours autour de la bulle pour que ce soit honnête. C'est-à-dire que Marisol, même sentiment? Moi, je pense qu'effectivement, on est cher sur la tech et sur la thématique de l'IA en particulier. Le Nasdaq est à 30 fois, on était à 24 historiquement au plus haut. Hein. Oui, on est à 30 fois, mais il y a un momentum bénéficiaire derrière qui est quand même phénoménal. J'ai fait le calcul, sur les 7 magnifiques, la croissance de bénéfices par an est de 29%. C'est donc plus de 3 fois ce que fait le SP500, l'indice phare de la bourse américaine, Journal vous dit quand qui même... fait du 9% par an. Ok, 9 le fois Wall Street 3,27, Journal on fait vous plus. dit qu'une partie de cette hausse très importante est financée et vient de ces investissements dont on dit que c'est des investissements, mais pour l'instant ce ne sont que des dépenses de boîtes comme OpenAI qui ont des revenus qui sont extrêmement limités et des pertes colossales et qui empruntent énormément d'argent. C'est-à-dire que si on enlève, et on le voit d'ailleurs avec la chute d'Oracle des derniers jours... financements croisés entre oui. Ouais, mais pour l'instant... Non, il les commande. C'est-à-dire OpenAI dit « Ah, je vais utiliser Oracle ». Alors du coup, il y a une explosion de la capitalisation d'Oracle et puis on s'aperçoit derrière que finalement le client c'est OpenAI, que OpenAI il va devoir trouver de l'argent, que c'est sympa de vouloir investir 1500 milliards, mais quand on fait 20 milliards de revenus, sans résultat, il faut les financer. De toute façon, OpenAI pour l'instant n'est pas coté, donc c'est pas vraiment la question. Oui, mais c'est OpenAI qui est au cœur aujourd'hui de 1000 milliards d'investissements des derniers mois. Ce qui se passe, c'est que pour l'instant, les sociétés qui gagnent énormément d'argent avec l'IA, ce sont les équipementiers, ceux qui participent à l'équipement, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc l'équipement en semi-conducteurs, l'équipement en cloud computing, l'équipement en tuyaux et donc en électricité, par exemple. Mais c'est de l'argent qui a tout à fait sa réalité. On ne peut pas considérer que c'est... Non, mais il a sa réalité, mais il est de plus en plus financé par de la dette. Je pense que le sujet que vous abordez, qui est un vrai sujet... C'est un vrai sujet, parce qu'il faut expliquer pourquoi c'est un vrai sujet. Parce que c'est déterminant pour la bourse. Si c'est déterminant pour la bourse, c'est déterminant pour l'économie américaine. Donc en fait, la question que vous posez, c'est la monétisation. Voilà. C'est vrai que des investissements, si derrière ils ne trouvent pas leur monétisation, c'est-à-dire la traduction en chiffre d'affaires réel, c'est un problème. Maintenant, on focalise beaucoup sur OpenAI, parce que OpenAI essaye d'être le concurrent de tout un chacun dans cette industrie. Mais si vous regardez les anticipations de résultats d'Anthropic qui prévoient d'être profitables en 2027, c'est demain. Ça veut dire avec des hypothèses assez solides. Vous avez vu leurs chiffres ? Et de produire. Ils n'y sont pas, hein. Non, ils n'y sont pas, mais le taux de croissance... Moi aussi, je peux dire, je vais être profitable en 2027, en 2062. Non, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord. Le taux de croissance aujourd'hui, ça veut dire la demande. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Microsoft est limité en chiffre d'affaires parce que la demande est trop abondante. Vous voyez, c'est ça qui est totalement différent par rapport à la bulle de 2000. La bulle de 2000, la technologie n'était pas là, donc on ne pouvait pas faire de chiffre d'affaires. Là, la demande est extrêmement abondante. Et si vous regardez un papier de The Economist qui est sorti il y a 2 jours, en 2026. C'est-à-dire vraiment, on est sur un chemin de monétisation qui va être extrêmement rapide. Il faut que ça se vérifie. C'est un vrai pari, hein. On n'y est pas. Hein. On est sur un chemin. On a beaucoup d'indices qui disent qu'on y est quasiment. Je me retourne vers notre mémoire, mais pour dire ce que dit Emmanuel, moi je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que ça ressemble quand même, ces bulles d'équipement, ça ressemble à la bulle des télécoms, ça ressemble à la bulle des chemins de fer, ça ressemble à plein de bulles. On est là-dedans quand même, non ? Oui, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, et c'est ce que vient de dire Louis de Montalembert, c'est qu'effectivement, le véritable enjeu, c'est est-ce qu'il y a une demande derrière ? Est-ce qu'on va résoudre un problème ? C'est monétisation. Ce qu'il appelle la monétisation. Et c'est ça le véritable enjeu. Et vous avez des gens, alors dans le monde économique, vous avez 3 attitudes. Vous avez ceux d'Aaron Acemoglu, le prix Nobel de l'année dernière, qui dit, écoutez, tout ça, c'est pas des innovations, c'est des inventions. C'est-à-dire, ça fascine les ingénieurs, mais en réalité, la demande, l'utilité sociale, le besoin qu'a la population d'utiliser ces outils est extrêmement faible.
faible. Et donc, vous allez avoir très peu de conséquences en termes de croissance, et c'est une vraie bulle. Vous avez en face des gens qui disent, mais pas du tout, c'est une innovation spectaculaire, on n'a pas vu ça depuis le feu ou la roue, ça va exploser. Bon. Là, on se rappelle et bien. puis vous avez les gens intermédiaires qui disent un peu, qui font allusion à Irving Fisher, qui à la veille de la crise de 1929 fait un discours en disant mais la bourse va continuer à monter. D'ailleurs, les paramètres de l'économie américaine sont très favorables. Grâce à la prohibition, on peut faire des gains de productivité puisque les ouvriers américains ne sont plus frappés par l'alcool et donc ils sont de plus en plus efficaces. Et une semaine après, il y a la grande crise. On lui dit mais vous avez rien vu venir. Et il dit mais si, mais vous vous rendez compte, si j'avais dit moi, vu ce que je suis, qu'on allait vers la crise, c'est une bonne manière de se rattraper. C'était un effondrement. On a juste colmaté la brèche. Celui qui a fait la meilleure lecture de la crise de 29 après, c'est quand même Irving Fisher. Ah oui, absolument. Avec son papier de 1933 où il explique sa théorie de ce qu'il appelle la déflation par la tête. C'est ça. Non, mais c'est ça où les économies sont merveilleuses, c'est-à-dire qu'ils prévoient rien du tout. Alors après, pour expliquer ce qui s'est passé, il y en a. Vous, en tant qu'économiste, est-ce que ce que vous regardez, fois, là où il a été le plus habile, c'est qu'il a dit mais heureusement que je n'avais pas dit la vérité, parce que si j'avais dit la vérité, vous vous rendez compte, nous allons perdre la crise. Foi. Donc cette capacité de mauvaise foi n'est pas que celle de. Même Greenspan, le discours de 96, l'exubérance irrationnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, Alan Greenspan, je suis capable de dire que les marchés se trompent. Or, le même Alan Greenspan vous déclare, mais comment moi, Alan Greenspan, grand libéral devant l'éternel, je saurais mieux que les milliers de gens qui composent le marché, si j'ai raison ou si j'ai tort. Donc, vous voyez, c'est encore une fois, moi je pense que il faut se faire à s'il y a une théorie à inventer, c'est que les théories économiques sont inopérantes pour essayer de prédire quand est-ce qu'une bulle va éclater et qu'on saura très bien expliquer après pourquoi cette bulle a éclaté. Marisol. Je suis d'accord. Après, c'est plus facile. Moi, je pense un peu comme Louis de Montalembert. Mais ça ne vous aide pas beaucoup. Qu'on est sur un phénomène vraiment puissant, qui correspond à une demande, qui va réussir à trouver sa monétisation. Mais on a été un peu trop vite dans cette phase d'anticipation et d'équipement. On a été un peu trop vite en termes de performance. Donc nous, on en a bien profité parce qu'on avait beaucoup de tech dans les portefeuilles. Mais à ce stade, on allège. On voit que les marchés sont nerveux. C'est ça qu'on va entendre. Voilà. On voit que les marchés sur la tech sont nerveux. Et c'est le contraire du début d'année où c'était le Nasdaq qui surperformait par rapport aux autres indices. Là, c'est le contraire. Quand aux États-Unis, par exemple, on a le Nasdaq qui est toujours en queue de peloton depuis une quinzaine de jours. Il a besoin de souffler, il a besoin de digérer sa hausse, donc on allège tactiquement, mais on aime toujours cette thématique de la tech à moyen-long terme. On attend que ça consolide et là, on se repositionnera. Mais ça a déjà attendant, alors justement, perdu 5. Allez, on a déjà perdu 5. On fait justement le lien avec le thème suivant, c'est le placement de la semaine. Justement, vous allégez pour placer sur quoi? Alors du coup, on allège les US. On va pas. Enfin, notre maître mot depuis plusieurs mois, c'est la diversification. Dans ce monde très difficile à prévoir et très instable, il faut un peu diversifier encore plus que d'habitude. C'est toujours un concept. Et on diversifie. On diversifie vers les émergents. Okay. Alors les émergents, par rapport aux deux autres grandes zones, les US sont beaucoup trop chers, ont bien marché depuis des années, donc on est prudent. L'Europe n'a pas de croissance, on en a parlé en première partie. Elle est finalement aussi un peu plus chère que sa moyenne historique. Donc on va vers les émergents. Pourquoi les émergents? Parce qu'en fait, ils sont déjà très peu détenus dans les portefeuilles internationaux. Ils représentent que 5% des allocations. Vous mettez la Chine dans les internationales? Oui. Bizarrement, la Chine fait partie des indices émergents. C'est un peu, on retarde un peu, je dirais, dans la construction des indices. Voilà. Mais donc 5% par rapport à 7 à 8 d'habitude, donc une sous-détention, et puis aussi une sous-valorisation par rapport aux moyennes de long terme. Pourquoi? Parce qu'après le Covid, il y a eu des années de sous-performance de la Chine notamment. Donc, elle est en retard et elle présente aussi des belles valeurs tech, beaucoup moins chères que les valeurs américaines. Louis, c'est quoi le placement pour vous qu'il faut privilégier dans cette période? Non, mais je voudrais par rapport à cette période où on est un peu anxieux sur la tech, tout le monde dit la bulle est en train d'exploser. On a la semaine prochaine les résultats de Nvidia qui vont quand même, qui peuvent quand même changer tout d'un coup la nature. Où les gens vont dire finalement tout se passe bien, etc. Et on y retourne. Moi, ce qui m'inquiète un tout petit peu, et c'est peut-être ça qui peut faire le placement de la décennie presque, c'est ce qui va manquer pour le déploiement de l'IA, car je suis persuadé que l'IA est la révolution de notre génération. Ce qui va manquer, c'est l'électricité. Voilà, on s'aperçoit que pour tous les data centers qu'on est en train d'installer,
en réalité, on manque de 30 gigawatts ou 40 gigawatts, ça dépend des estimations d'électricité. Donc, en fait, il y a une révolution d'électrification qui est en cours à l'heure actuelle. Donc, je trouve ça intéressant de se positionner sur les acteurs de l'électrification. Et là, c'est pas que les utilities, c'est tous les gens qui fabriquent aussi bien les câbles que les logiciels de grid, que des gens comme Siemens Energy, des gens comme Schneider Electric, Legrand, GE Vernova. Les pelles et les pioches. Voilà, de l'électricité. Ou même on parle beaucoup de la pile à combustion. Il commence à y avoir des solutions d'électricité. Enfin, le renouvelable revient en force parce que finalement, pourquoi est-ce que Jensen Huang est allé dire que la Chine allait gagner la guerre de l'IA ? Le patron d'NVIDIA. C'est le patron d'NVIDIA. C'est parce qu'effectivement, la Chine a massivement misé sur l'électrification et sur le renouvelable. Alors, le renouvelable n'est pas fonctionnel pour les data centers, mais il est fonctionnel pour les habitations, ce qui permet aux data centers de récupérer la capacité qui vient du gaz. Et puis la Chine construit un paquet de centrales à charbon encore. En termes ils sont en train de tapisser le pays de solaire. Franchement, c'est spectaculaire. Ouais. Et je suis d'accord avec Marisol. Moi, si je devais raisonner en termes d'investissement, les émergents. Alors moi, je mets pas la Chine, mais je mets l'Asie du Sud-Est et les émergents. Je suis assez restrictif. Mumbai. C'est l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est, parce que on a effectivement, et même je crois qu'on classe encore la Corée du Sud pays émergents. Non, c'est sorti. Alors la Corée du Sud, j'y miserais. C'est marrant. J'ai posé la question cette semaine. Je me suis posé exactement la même question. 75% de performance cette année, ça vaut que 11 fois les résultats. Donc on a, on a des trucs qui sont. Et alors un chiffre qui va vous intéresser parce qu'on parle de démographie et de retraite. 70%, j'ai adoré 70% de performance de l'indice boursier. Taux de fécondité 0,70. 75% de le plus bas du monde. Le modèle de Jean-Marc Daniel. Le plus bas du monde. Je reste sur les. De la rente et plus d'enfants. Je reste sur les mines d'or parce que le débasement des devises reste une thématique qui est importante, donc l'or et les mines d'or. Le dépassement des devises. Le fait qu'on considère que la devise n'est plus une référence et qu'il faut aller chercher le stablecoin, les cryptos, d'autres actifs. D'autres actifs, en fait. Le top ou le flop de la semaine. Allez, on commence par vous, Marisol. Alors moi, je vais parler d'un top et on va faire un peu de chauvinisme, ça nous manque beaucoup ces derniers jours. Je vais parler du CAC 40 qui, malgré tous les obstacles et malgré ce contexte délétère que l'on vit dans notre pays, a réussi à battre un record historique à 8300. Donc le précédent record, c'était 8250, donc il y a à peu près 6 mois, en mars, donc c'est un peu plus de 6 mois. Et là, donc c'était hier, le 13 novembre, les 8300. Donc ça peut interroger, mais c'est vrai que le contexte est difficile. Et surtout que les résultats derrière sont là. Mais voilà, et bravo, parce que moi je suis épaté par le boulot des entrepreneurs français, les grands, les petits, les moyens. C'est incroyable. De la réussite des entreprises dans un contexte super négatif. On peut dire que les entreprises entrent en résilience. Voilà. Donc les publications sont là, elles ont été bonnes. On a eu les publications du 3e trimestre, elles ont été globalement au-dessus. Et on est en retard. C'est vrai qu'on est en retard par rapport aux autres indices, donc ça nous a aussi, bien sûr, c'est aussi un élément d'explication. Mais voilà. Très bien. Louis ? Belle performance. Top ou flop ? Ouais, c'est un top qui m'a rendu triste, donc c'est devenu un flop. En fait, c'est les résultats exceptionnels qui ont été annoncés de Siemens Energy, justement. Et en fait, il faut penser que Siemens Energy est le seul mec au monde qui peut être triste par les résultats de Siemens Energy. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le succès immense de Siemens Energy, à côté de celui de GE Vernova et de Mitsubishi Heavy, c'est que ce sont les 3 acteurs qui fabriquent les turbines qui sont essentiels dans l'électrification du monde. Et pourquoi ça m'a rendu triste ? Parce que c'était les Français qui étaient leaders là-dedans avec Alstom et qu'ils ont bradé. Et ce qui fait que GE Vernova aujourd'hui est une des entreprises les plus prospères, c'est parce que les Français ont vendu pour une bouchée de pain leur technologie. Bon, quand vous êtes triste, vous nous appelez, on vous fait passer à l'émission, ça vous redonnera le moral. Jean-Marc Daniel, top ou flop ? Moi, c'est un flop, c'est le 30e anniversaire du plan Juppé. Ça rejoint un peu ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que il a fait un discours le 15 novembre 1995 qui était remarquable, où il a expliqué pourquoi
reprise en main de la sécurité sociale par l'État allait permettre effectivement d'équilibrer les comptes. Cette semaine, notre nouveau ministre du Travail a annoncé qu'on allait encore avoir plus de déficit que ce qui était prévu en 2025 et que 2026, on allait encore avoir aussi un déficit de la sécurité sociale. Et je pense que la grande erreur initiale de ce plan, c'était de considérer que l'État pouvait être la solution à quelque problème que ce soit. Et donc, je pense que, pour revenir là aussi sur ce qu'on disait en début d'émission, le véritable problème de la France, c'est qu'elle ne travaille pas assez. Pour reprendre une formule qui vous a séduit pendant la préparation de l'émission, je pense qu'on nous bassine avec Nicolas qui paie, et je pense que le vrai problème, c'est Nicolas qui glande. Celle-là, je vais la ressortir et je vais dire que c'est de moi, parce que comme on va la couper, vous la couperez au montage, parce que sinon, il va dire que c'est la sienne. Ben moi, c'est un top. C'est tiré d'une étude de BlackRock cette semaine sur le succès fulgurant que rencontrent les ETF en Europe et notamment en France, puisqu'on apprend que le nombre d'investisseurs en ETF a doublé en l'espace de 3 ans. Emmanuel Le Chip qui parle d'ETF. On est à 2,6 millions. Cette émission, elle est vraiment exceptionnelle. Ce qui m'intéresse, c'est que l'année dernière, c'est la France qui a enregistré la plus forte augmentation du nombre d'investisseurs ETF parmi tous les marchés européens, et que c'est la France qui compte la base d'investisseurs la plus jeune d'Europe aussi. Et donc je trouve ça intéressant par rapport à toute la logique. Mais vous savez que c'est la mort des deux invités qui sont là. Oui, c'est la concurrence au moins. Non, c'est la mort. Voilà, mais en tout cas, moi je trouve que c'est quand même des questions qu'il faut se poser, parce que comme nous vieux journalistes boomers, on doit quand même s'interroger sur qui regarde la télé. Voilà, et je pense que les grandes maisons doivent s'interroger aussi sur qui investit, comment, avec quelles aspirations. Je peux vous dire que c'est un tremblement de terre pour la gestion. Les ETF. Mais il faut être conscient du. C'est un tremblement de terre dans le monde de la gestion. C'est une révolution là-dessus. C'est une révolution totale. Oui, absolument. Allez, on passe tout de suite au top 3 de la semaine. Les 3 meilleurs gérants de la semaine, c'est Frédéric Rosier, toujours le même trio de tête. Sébastien Lalvé, ça se joue entre Rosier et Lalvé, l'un devant, l'autre derrière, et puis ainsi de suite. Et puis en 3, ça rejoint votre thématique, Louis, Céline Picmalprat, qui elle est très sur les minières. Oui, tout à fait. Ouais. Bon, on fait une petite musique qui fait peur, là. J'ai envie de les mettre sous pression, là. Vous pouvez m'afficher le portefeuille de Marisol Michel. On va lui faire peur, elle. Parce qu'elle m'a l'air toute souriante, comme ça. Là. Vous avez du Capgemini, qu'est-ce qu'on en fait? On garde. Les services informatiques n'ont pas très bien performé cette année, il faut garder. On a du CRH. Très belle performance, mais il y a encore du potentiel, il faut garder. Ça fait quoi, rappelez-nous? Depuis le début de l'année? Non, ça fait quoi? C'est une société de ciment et d'agrégats. On a du Pernod Ricard, une valeur chère à nos deux invités, Emmanuel et Jean-Marc. Alors, Pernod Ricard, je vais peut-être vous attrister, mais j'ai envie de la sortir. Non, vous pouvez pas faire ça quand ils sont là. Attendez qu'ils partent au moins. Oui, parce que je suis très déçue. Mauvaise performance boursière, mauvaise performance opérationnelle. Ils avaient beaucoup vendu pendant le Covid. Ensuite, il y a eu un phénomène de déstockage qui a pénalisé la croissance. Mais je pense que le mal est plus profond et que c'est peut-être aussi un changement de tendance de consommation, notamment chez les jeunes. Donc, on n'arrive pas à s'en sortir. Encore un problème de génération. S'ils ne se bourrent pas la gueule comme nous. Et ils n'arrêtent pas de repousser le rebond potentiel. Qu'est-ce qu'ils foutent, ces jeunes? Ils ne travaillent pas, ils ne boivent pas. Microsoft, rapidement. Microsoft, on garde bien sûr. AstraZeneca, belle performance. LVMH, on garde. Thales, on garde. Salesforce, on garde. ASML, on garde. Lilly et Commerzbank. Lilly, très beau rebond, on garde. Commerzbank. Vous savez que vous êtes au pied du podium. Commerzbank, on garde. Un petit effort encore. Allez, très bien. Juste un petit mot sur Commerzbank, parce qu'elle a énormément monté. On l'avait introduit la dernière fois, il y a 6 mois. Elle a fait 70%, 69%. Voilà. Bravo. Mais on garde, parce que c'est une société super bien gérée, avec une très bonne patronne et des perspectives d'amélioration de la rentabilité. C'est Bettina Orlop, la patronne. Allez, qu'est-ce qu'on achète? Pour finir, on achète un titre qui a bien démarré l'année. On n'a pas terminé encore. Non, pour finir ma liste. Qui a bien démarré l'année et qui a ensuite pas mal rebaissé, c'est SPI. SPI, c'est une société qu'on aime bien, chez Swiss Life. C'est, vous savez, le leader, un des leaders, ils ne sont pas numéro 1, mais dans les 3 premiers, des services techniques et services donc électriques. Et ils aident les entreprises à faire leur transition énergétique. C'est une société qui bénéficie d'un secteur très éclaté,
qui fait à peu près 5% de croissance organique et 5% de croissance liée aux acquisitions. C'est pas très cher, 13 fois les résultats. Allez, on y va. Et ça croît à plus de 10% par an. Ça croît à peu près entre 10 et 15% par an en termes de bénéfices. Allez, je voudrais faire peur à Louis de Montalembert. Il m'a l'air très détendu, lui, le petit Louis, là. Snowflake, On garde. Monday, On garde. Elastic, On garde. MongoDB, On garde. Procore, On garde. Adyen, On garde. Viva, On garde. CyberArk. Mm. C'est marrant, je pense qu'il y a quasiment, il doit y avoir un nom que je connais. On garde. Non, deux peut-être. Broadcom, On garde. On Synopsys. On garde. Qu'est-ce qu'on achète, Louis de Montalembert, Voilà, il ne va pas aujourd'hui? échapper que l'année a été compliquée pour les logiciels malgré des résultats qui n'ont jamais été en dessous de nos attentes. Mais on va quand même continuer sur cette voie parce qu'à un moment ou l'autre, la monétisation de l'IA passe par le logiciel. Et le précurseur dans cette monétisation, c'est ServiceNow, qui est une entreprise américaine qui fait à peu près 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires. C'est une large cap, hein, ça fait 170 milliards de valorisation, c'est 30% de... Vous avez entendu Jean-Marc, 11 milliards de chiffre d'affaires, 170 milliards de valorisation. Oui, mais attention, 20% de croissance. 20% de croissance. C'est ça qui est important, oui. 20% de croissance et 30%, vous voyez, c'est comme les gens de Kinshasa qui travaillent pour les vieux ici. Bon, bah, là-bas, c'est des entreprises qui croissent vite, hein, qui ont des fortes marges. Et surtout, on est vraiment sur une entreprise qui va être la tour de contrôle de ce qu'on appelle l'IA agentique. C'est les agents qui vont agir à l'intérieur des entreprises. Donc, malgré la taille quand même relativement importante de cette entreprise, on pense que la croissance peut se maintenir de manière très élevée dans le temps, avec des niveaux de marge qui peuvent encore s'améliorer. Et ça, par exemple, s'il y avait une petite correction sur l'IA, ça souffre pas? Non, ça va, c'est non, parce que autre la chose. correction, elle est vraiment sur... Alors, elle serait sur les... s'il y a un crash oui, bien sûr, de l'IA, voilà. Bon. Non, mais je parle mais il peut y avoir au contraire une rotation aux dépens du hardware et au profit de ce type d'entreprise. Elle a été épuisante cette émission, mais passionnante. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission. Je ne sais pas si je peux dire qu'elle sera aussi exceptionnelle que celle-là, ça va être difficile. Mais surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous revoir, nous réécouter et revoir en replay sur toutes les bonnes plateformes pour combattre un record en 2025. Et un petit mot sur la librairie de l'Écho qu'on peut... Absolument. Retrouver partout. Cette semaine au menu, c'est justement le défi de l'apprentissage avec Olivier Babot. En gros, il nous dit ça sert plus à rien les diplômes, mais il faudra apprendre. C'est ce que dit Peter Thiel. Hein. Aussi, oui. Peter Thiel dit je ne peux pas faire d'études à mes enfants. En fait, ils disent mais oui, mais en fait, il faudra apprendre toute sa vie. Et en gros, c'est ce qui nous attend, c'est une vie de préparationnaire, ce qu'il appelle. C'est-à-dire qu'en gros, pour ceux qu'on fait des prépas, soit commercial, soit ingénieur, et ben sachez que on sera toujours en prépa. Bah, c'est super. Allez, à bientôt. C'est votre argent sur BFM Business.